Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs de la presse, je salue votre présence et vous remercie pour cet intérêt que vous manifestez à notre association qui vous invite ce jour. Mais avant toute chose, vous me permettrez, comme il vous a été dit, que l'actualité est marquée par la mort du ministre honoraire, M. Cherubin Okende, et député national. Je vous prierai que nous puissions observer une minute de silence avant de commencer. Je vous remercie. Je vous en remercie. Je suis avocat au barreau de Lille, en France, où je vis. Mais actuellement, je suis à cheval entre la France, mon pays d'accueil, et le Congo, mon pays d'origine. Vous avez vite noté que je suis des pères et des mères, et voire des grands-pères congolais. Et donc, mais aujourd'hui, je n'interviens pas en cette qualité d'avocat ou dans cette casquette d'avocat. J'interviens comme le coordonnateur d'une ASBEL, Association Salariale Lucrative, dénommée État des droits en marche au Congo, qui a été mise en place très relativement il y a 2 mois, depuis avril, donc une ONG totalement jeune qui vient de voir lieu au pays, dont je suis le coordonnateur. Je pense que c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Il m'a semblé très utile de tenir ce point de presse compte tenu du climat qui est tendu au pays depuis la mort regrettable de l'honorable Cherubin Okende, que d'aucuns qualifient d'assassinat politique. Et dans le cadre, dans la coïncidence même de cette mort, il se tenait à Bruxelles par mes confrères belges, avocats belges, un point de presse sur l'arrestation, mieux la détention de M. Kalonda, actuellement en détention dans la prison de Ndolo. Je dirais mieux que ces avocats qui sont intervenus, c'est à tort qu'on va considérer qu'ils sont avocats de M. Kalonda, parce qu'ils se cachent mal, n'est-ce pas, derrière leur robe noire, alors qu'ils sont des amis politiques de l'ensemble, du parti politique Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi. Donc, le point de presse, deuxième thème. Et enfin, ce n'est pas beaucoup plus la conférence de presse de professeur Nyabirungu qui me semble intéressant ici. C'est beaucoup plus la récupération politique qu'on l'on fait de cette affaire judiciaire pour considérer qu'il s'agit là de l'acharnement contre M. Matata Ponyo. Donc, en des termes trop clairs, commençant du plus grave au plus simple, la mort ou l'assassinat, nous allons développer ça, de l'honorable Cherubin. Point de presse des amis du parti Ensemble sous label d'avocat et point de presse du professeur Nyabirungu. Je note que ma déontologie comme avocat ne m'aurait pas permis d'intervenir pour avancer des éléments de droit contre les argumentaires de mes confrères belges et congolais qui se sont exprimés. Alors, parce que mes règles professionnelles me l'interdisent, mais vous avez bien noté que je n'interviens pas ici comme avocat. J'interviens comme ONG et cette limite et cette démarcation est détaillée. Sur le premier point qui concerne l'assassinat
de l'honorable Chérubin. Le tout est que vous puissiez déjà comprendre que le 3 points se relaye en un. Pourquoi ça se relaye? Les opposants, alors que nous sommes face à des faits extrêmement graves, cherchent une récupération politique et considèrent que tous ces événements successifs seraient les conséquences du discours politique de M. le Président de la République, récemment tenu en Bujimaï, où l'on pense que le Président de la République avait promis qu'il va désormais être sans pitié et il va pouvoir, contre ceux qui portent atteinte à la stabilité nationale, et qu'il va pouvoir châtier et voir s'en foutre du droit de l'homme. C'est que les amis politiques belges de M. Moïse Katumbi appellent le basculement. Alors, quand vous avez noté cela, sur le premier point, l'affaire est en cours d'enquête par rapport à la mort. Et vous avez, à juste titre, suivi les modérateurs, hésité sur la qualification de cette mort. Parce que quand on dit mort, c'est dans le langage de commun des mortels. Mais en droit, la mort, ça peut être assassinat, ça peut être meurtre, ça peut être homicide involontaire. Assassinat, quand est-ce qu'on parle de l'assassinat en droit? C'est quand il y a préméditation, quand il y a la stratégie. Donc l'on considérerait que ceux qui ont tué M. Chébéa est plutôt Chérubin. Je crois que les liens vite aussi faits et l'erreur vous l'avez comprise parce que c'est le même contexte, apparemment, l'on dira. Et donc, on enlève une personne dans le but de l'amener quelque part pour aller les tuer avec déjà une arme préalablement achetée. Toute cette stratégie-là, en droit, ce sont les circonstances qui caractérisent ce que l'on appelle assassinat. Alors que, contrairement à l'assassinat, le meurtre, il n'y a pas eu préparation, mais il y a eu seulement une volonté de donner la mort. Dans une colère, vous décidez de donner le coup, je vais les tuer, sans que vous vous ayez préparé à pouvoir acheter les armes, des cacoules, ainsi de suite, pour aller éliminer une personne. C'est ce que l'on appelle le meurtre. Et l'homicide involontaire, c'est le fait de donner la mort sans avoir voulu en donner. Par exemple, un accident de circulation et la mort s'ensuit. Les chauffeurs n'avaient pas pensé donner la mort, bien qu'au Congo, je constate que ce soit le chauffeur de voiture, que ce soit les gens de moto, quand ils voient un piéton, ils ne s'arrêtent pas, ils foncent volontairement sur la personne. Ça, c'est notre sujet, mais c'est aussi un problème de société important. Alors, nous allons nous appesantir sur ce qui est considéré comme assassinat. De toute façon, dans chaque infraction, il y a ce que l'on appelle mobile. Mobile, c'est pourquoi on a fait ça, et ce que vous, journalistes, vous posez comme question dans la presse, à qui profitent les crimes? Quand vous répondez à cette question, vous avez trouvé le mobile du crime. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Et à ce stade, quand nous avons tous suivi les circonstances officielles de la mort de M. Chérubin, je crois que le moment est venu de dépassionner, de sortir de la passion. D'abord, nous formulons nos condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Quand je dis famille ici, je parle de sa famille biologique et non pas de sa famille politique. Je vous dirai pourquoi je ne parle pas de sa famille politique, parce que la question peut m'être posée. Alors, les questions qui se soulèvent, à mon avis, quand je parle de la version officielle, c'est le point de presse des autorités judiciaires qui se sont exprimées.
Et je souhaite, dans mon recul entre l'Europe où je vis et le Congo, mon pays, j'interpelle beaucoup plus vous, de la presse, pour que vous puissiez apporter le plus objectivement l'information, parce que c'est ça votre rôle. Et vous jouez votre rôle avec les moyens qui sont les vôtres. Ça éviterait les réseaux sociaux, parce que nous sommes dans un pays exceptionnel qui est devenu un pays de rumeurs, où on met même des cadavres, des photos des cadavres sur les Facebook, alors qu'il y a là atteinte à la vie privée, ça veut dire à la dignité du corps. Et nous sommes africains, au-delà de la loi, un Africain, nous avons beaucoup de respect pour les morts. Alors, les questions qui se soulèvent après avoir suivi ce point de presse. J'ai noté que, selon les autorités judiciaires, précisément le procureur général pré-cour de cassation qui s'est exprimé, qu'il y aurait déjà un premier suspect, qui est le garde-corps de M. Cherubin, qui est placé déjà en détention. Et celui-ci se serait exprimé en disant qu'il est arrivé, je vous épargne des détails, tous vous les avez suivis. On note qu'au moins, c'est la dernière personne à voir M. Cherubin vivant, si l'on s'en tient à ce que l'on dit qu'il a dit. Il estime qu'il est arrivé avec M. Cherubin à la Cour constitutionnelle pour déposer un courrier qui a été enregistré à 16h02 et qu'il est redescendu pour rejoindre son patron sur le parking de la voiture de la Cour constitutionnelle, dans la voiture où il avait laissé. Et cela lui aurait fait 10 minutes. Donc vous comprendrez que si on lui accorde les bénéfices des doutes et d'erreurs sur la marge, l'on peut considérer que l'enlèvement se serait effectué entre 15h30 et 16h30. 15h30, l'heure présumée d'arrivée, avec la marge d'erreur. 16h30, l'heure où ce monsieur garde-corps ne retrouve plus son patron. Donc, 1 heure. Maintenant, la question qui peut se poser comme première question. Et vous comprenez que nous intervenons ici en soulevant des questions comme société et comme association des droits de l'homme, parce que quand on porte atteinte à la vie humaine, ça touche totalement aux droits de l'homme. Et donc, la première question qui se pose, l'on a noté que M. Cherubin, convoqué à la Cour constitutionnelle, avait estimé qu'il ne pouvait pas répondre au jour où il a été convoqué. C'est comme ça qu'il aurait initié un courrier pour demander les reports. Maintenant, la question, est-ce qu'une autorité du rang de Cherubin doit-elle se déplacer elle-même pour aller déposer le courrier, alors que l'on sait que, arrivé sur le parking, il enverra son garde-corps? Est-ce que doit-on considérer que M. Cherubin a accompagné son garde-corps? Je pense qu'à mon avis, s'il ne se déplace pas pour aller lui-même à la Cour constitutionnelle, il envoie une personne parce qu'il a beaucoup trop de préoccupations que venir accompagner son garde-corps et rester dans le parking. Ça, je crois que c'est la première question qui constitue ce que moi j'appelle les angles morts. En criminologie, il y a des questions qui sont des circonstances et des événements qui sont clairs. Mais il y a des événements qui constituent des mystères, des flous. C'est ce qu'on appelle les angles morts. Est-ce que c'est logique que l'on accompagne son garde-corps? Est-ce que le garde-corps a pour rôle d'aller déposer les courriers? Est-ce qu'il est d'habitude qu'il puisse prendre lui-même son volant en envoyant son chauffeur en lieu de place et venir avec le garde-corps? Est-ce que, enfin, le garde-corps peut-il, alors qu'il est capitaine, il y a un adage au Balobaka, soldat Koufaka na arme naye.
Parce qu'on nous dit que l'arme aurait été trouvée dans la voiture et cette arme appartiendrait au garde-corps qui aurait laissé l'arme, ou à tout le moins, le garde-corps avait laissé son arme dans la voiture. Dans la sécurité, cela ne se fait pas. Et enfin, pour ne pas nous éterniser toutes ces questions, c'est juste, vous comprendrez que c'est notre participation pour aider l'enquête s'il peut s'en inspirer. Et enfin, les deux dernières questions qui me sont venues en esprit en tant que cette fois-là avocat, habitué à suivre des grands crimes, parce que ici, chez nous, les crimes se commettent au moins une fois le mois août, mais dans des grandes villes comme Paris, comme États-Unis, il y a des crimes presque tous les jours, sans évidemment qu'on puisse dire que la France n'est pas capable d'assurer la sécurité. Et donc, la question autre fondamentale, elle est que sur la question des GPS qu'on a localisés, je crois que tous vous connaissez ça, mais la vraie question, il faut que le garde-corps réponde quand il constate à 16h, plus ou moins 10 minutes ou 16h30, que son patron n'est plus là, à qui il passe son premier coup de fil pour donner l'alerte. Est-ce que son patron, comme tout le monde qui se fait accompagner par les gens qui les accompagnent pour leur sécurité, souvent on dit, parce qu'on dit que nous sommes dans une insécurité, la personne prend la précaution de dire, si le problème arrive, voilà la personne que vous devez alerter. Et cela lui a été dit. Est-ce qu'il a-t-il fait? Et quand il a constaté, qui il a appelé en premier? Est-ce qu'il alerte la police? Après la police, il alerte la famille politique en premier, ou il alerte la famille biologique? Tout ça, ce sont des questions fondamentales. Et enfin, la dernière question quant à ceux, l'on nous dit que le procureur de la République de la Gombe, le procureur Issofa, se serait déplacé sur le lieu en premier pour mener les premières enquêtes et établir les périmètres de sécurité. Et là, le garde-corps et les chauffeurs seraient sortis de la masse pour se présenter à eux comme étant garde-corps et chauffeurs. Alors que l'on sait que le même garde-corps, on nous a dit que ce serait présenté au niveau de la Cour constitutionnelle pour aller signaler le corps sans vie qu'il aurait trouvé. Il est là à 6 heures. Mais en même temps, on nous dit que le procureur l'a vu au lieu du crime. Alors, est-ce qu'il est venu à la Cour constitutionnelle, il a signalé, on ne l'a pas interpellé, pour qu'on aille l'interpeller au lieu du crime plus tard? Là, il faut qu'on le sache, parce que s'il a été interpellé à la Cour constitutionnelle au moment où il vient signaler le crime, il ne pouvait plus se retrouver là où était le procureur au niveau de poids lourd. Voilà un peu des questions qui me viennent et sur lesquelles nous pensons qu'il faut que nous puissions insister afin que nous ayons des réponses. Une fois que je dis ça, il me paraît important et très important de faire une observation parce que j'entends dire de gauche à droite qu'il nous faut une enquête internationale. À mon avis, je pense que le Congo ou les Africains en général, nous devons sortir du mental d'esclaves ou de colonisés. Nous devons avoir confiance dans nos institutions. Quand il y a eu aux États-Unis l'assassinat de Kennedy, le président Kennedy, non élucidé jusqu'à aujourd'hui par la CIA, qui a beaucoup de moyens que tous les pays du monde. Est-ce que les Américains appellent un autre pays pour venir les aider à élucider les crimes? La réponse est non. Quand il y a des assassinats en Europe, qui on appelle? Je crois qu'ici au Congo, nous avons une police scientifique qui a été formée dans les mêmes pays européens. Nous devons commencer à faire confiance à nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas crédibiliser nos expertises, nous serons toujours colonisés et esclaves. Quand je dis ça, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame pour dire que l'on a peur d'une quelconque enquête. Mais c'est tout simplement que la nation s'est construite au travers des événements. Et donc, en même temps, j'aurais fini
par ce que je condamne, avant même que l'enquête ne donne ses conclusions, on crée un climat où on commence à dire que c'est un assassinat politique. Quels sont les éléments? Je crois que les opposants, comme les gens du pouvoir, doivent arrêter de s'entreaccuser mutuellement. Face à la mort, comme nous le constatons en Europe, il y a ce qu'on appelle cohésion nationale. Et donc, opposants ou les gens du pouvoir, il ne peut pas y avoir opposition, pouvoir autour de la mort. Sinon, ça devient la récupération politique. Et comme association des droits de l'homme, nous nous insurgeons contre la récupération politique de la mort des personnes d'où qu'elles viennent. Et en cela, nous condamnons également la famille politique ensemble, alors que l'État a tous les moyens. On met M. Moïse Katumbi en vedette pour dire qu'il a proposé une cagnotte à celui qui aurait trouvé l'assassin. Ça, c'est pour pousser et détourner l'enquête, parce que les gens avides d'argent peuvent aujourd'hui faire les témoignages comme on en a entendu, qu'on a vu une Jeep blanche. Mais quand vous voyez une Jeep blanche, vous prenez les numéros d'immatriculation. Ça permet à faire l'enquête. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des Wewa qui nous aident beaucoup, les gens des motos. On alerte, ils poursuivent des voitures et la voiture ne peut pas continuer. Alors, les gens là qui ont dit qu'ils ont vu la voiture, pourquoi n'ont-ils pas prélevé elle? Tout ça, c'est pour dire quoi? Avec des propositions et des offres des cagnottes, il y a en droit ce qu'on appelle les aveux de jactance ou des témoignages de complaisance dans le but de trouver l'argent. Il faut laisser l'État faire son travail et faire confiance à l'État. Ce qui me conduit à aborder le deuxième point de notre conférence sur le point de presse des amis politiques de M. Katumbi qui se cachent derrière leur robe noire d'avocat. Vous savez, nous avons l'avantage d'être avec nos amis que je considère petits blancs, parce que parfois en Afrique, on est encore dans les traumatismes de la colonisation. Je crois que mes confrères qui ont parlé ont eu tort de s'exprimer de la manière dont ils l'ont fait. Premièrement, ils ont commencé à donner leur couleur politique. C'est pour ça que je leur dis qu'ils sont des amis politiques. Pourquoi? Parce qu'ils commencent par dire que Monsieur le Président de la République actuel n'aurait pas été élu, selon eux. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de demander le visa d'aller aux États-Unis pour devenir avocat de Trump et dire que M. Biden n'a pas été élu? Malheureusement, au Congo, on va leur accorder le visa. Ils viendront ici, ils vont vous appeler au niveau de points de presse et dans des cafés, comme ils ont des moyens, et vous allez y aller. Alors, dans des pays autres, comme les pays arabes, où les gens sont en train de s'émanciper, des gens comme ça n'ont pas leur droit de citer dans notre pays parce qu'ils ne respectent pas nos institutions et nous condamnons cela qui n'a rien à voir avec le judiciaire, qui est une remise en cause de notre institution principale qui est le président de la République, parce que président de la République est une institution et non pas présidence. Quant aux leçons qu'ils entendent nous donner sur les droits de l'homme, nous rappelons, et cela est important pour notre jeunesse. Vous savez, il y a Frantz Fanon qui a dit « Chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir ». Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une autre mission qui n'est pas de trahir le pays, parce que nous avons eu des événements importants. Le premier, c'était l'indépendance, ça a été trahi. Aujourd'hui, c'est l'alternance politique. Faites garde à ce que cela ne soit pas trahi, parce qu'on nous a dit que Lumumba était communiste, il a été éliminé. Aujourd'hui, on veut nous dire que Tshisekedi, c'est un dictateur pour qu'il ne soit pas réélu ou éventuellement éliminé, alors que vous savez, dans un passé très proche qui est source de notre malheur, je crois que vous avez tous lu les livres de Onana sur l'Holocauste dans ce qui nous arrive ici, au Congo, à l'est du pays. Vous savez qu'avec l'arrivée de l'AFDEL, c'est la source de notre malheur. On a commencé par dire que Mobutu était dictateur, bien qu'il l'était réellement.
Mais la vraie question que nous devons nous poser, tous nous savons qu'aujourd'hui, avec rébellion de l'AFDEL ou pas, Mobutu allait mourir de sa propre mort naturelle parce qu'il était atteint du cancer, selon ce que l'on sait. Alors qu'il était soigné dans les hôpitaux occidentaux, est-ce qu'on ignorait qu'il allait mourir dans un avenir très proche? Est-ce que la rébellion était utile? Donc, avec l'arrivée de l'AFDEL, avec les reculs que nous avons aujourd'hui, avec les livres de Onana, nous considérons que l'insécurité dont nous souffrons aujourd'hui n'a pas pour cause le régime actuel. C'est la communauté internationale qui garde un silence coupable contre l'agression de notre pays par notre voisin Rwanda, alors que vous voyez tous ce qui s'est fait pour l'Ukraine. C'est comme si l'agression était condamnable selon qu'on est noir ou blanc. Quand on quitte ce terrain politique où on nous a amené nos amis en robe, nous pouvons maintenant déjà dire comme le chef de l'État, il faut assumer cela. Nous n'avons aucune leçon de recevoir, surtout des Belges. Parce que vous savez que dans un passé trop récent, les mêmes Belges mettaient nos compatriotes, une jeune dame, dans leur parc zoologique comme un animal. Donc ce sont des gens qui nous considéraient comme des animaux. Est-ce que ces gens comme ça peuvent nous donner encore des leçons des droits humains? Où était le monsieur qui dit qu'il est spécialiste en droits humains? Est-ce qu'il condamne ça? Est-ce qu'il condamne la guerre de l'Est? Quand on a dit ça, ça c'est le terrain politique. Pour revenir sur leur point de presse par rapport à ce qui est des droits, nous nous sommes approchés comme ONG des droits de l'homme. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons nos coordonnées. Aujourd'hui, si vous estimez que vous êtes victime des droits de l'homme, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons faire le nécessaire pour que vos droits soient rétablis s'il y a violation des règles de droit. Nous nous sommes approchés de l'OPJ qui a eu la charge de l'enquête sur l'interpellation de M. Kalonda. Celui-ci nous a indiqué, parce qu'on reproche quoi dans leur point de presse par les avocats belges, qui ne connaissent pas par ailleurs les droits congolais. Ailleurs, quand vous allez chez eux pour parler des droits belges, ils vous disent « apprenez d'abord les droits belges ». Ils ne connaissent pas les droits congolais. Donc ils vous disent que la durée de 48 heures qui est prévue dans notre constitution de garde à vue a été dépassée. Alors, nous nous sommes approchés de l'enquêteur pour lui poser cette question. Il nous a répondu clairement qu'il y a l'autorisation de magistrats, parce que vous savez que quand on parle de garde à vue, on est au niveau de la police. C'est pour ça qu'il était au niveau du renseignement militaire. Mais au bout de 48 heures, la personne est conduite devant le magistrat et il passe sous un autre régime qu'on appelle le régime de mandat d'arrêt provisoire, donc de la détention. Et donc tout ça, l'OPG nous dit que ça a été respecté et que la détention en droit congolais, d'abord la garde à vue, en droit congolais c'est 48 heures. Ce qui est la même chose qu'en Belgique, mais je vous rappelle qu'en Belgique, c'était de 24 heures. Ils ont allongé ça à 48 heures dans un passé récent, en 2017, avec la révision constitutionnelle belge. Vous comprenez qu'ils sont passés de 24 heures à 48 heures. Donc ils ont allongé. Pourquoi ils ont allongé? C'est parce que les enquêtes nécessitent un temps. En France, où je suis avocat, la durée maximale de garde à vue, ça peut aller jusqu'à 144 heures. Si vous faites un calcul rapide, vous êtes entre 3 jours, 4 jours et 5 jours, en tout cas largement supérieur à la durée de 48 heures au Congo, sans qu'on ne puisse crier à la violation des droits de l'homme en France, qui est un pays des droits de l'homme. Donc la durée de la garde à vue en France a été allongée. Et donc, quand on quitte la garde à vue, évidemment, il est dit que quand on dépasse 48 heures, la détention devient arbitraire. Mais si, à supposer que la détention de M. Kalonda était arbitraire, parce qu'on aurait dépassé 48 heures, cela n'entraîne pas l'invalidation, l'annulation de procédure. Cela n'entraîne pas qu'on puisse mettre Kalonda dehors. C'est pour cela que les sanctions sont prévues dans le code de procédure pénale. Je ne vous ai pas présenté mon confrère qui m'accompagne, Maître Michel. Je crois qu'il peut donner une disposition légale là-dessus. Les sanctions, ce n'est pas l'annulation, mais on peut sanctionner le magistrat qui a pu autoriser cela
Je crois, confrère, c'est quel article? L'article 188 du Code de procédure pénale auquel nous vous renvoyons. Quant à la détention, aujourd'hui, on vous dit que M. Kalonda a déjà 45 jours. Les 45 jours, c'est largement encore inférieur, parce que la détention préventive peut aller jusqu'à 1 an maximum. Premier mandat d'arrêt, durée 15 jours. Après, on prolonge. Dans les termes techniques, on parle de la prorogation. De 15 jours, si l'enquête n'est pas finie, on passe à 1 mois. Et à 1 mois, si ça expire et que l'enquête n'est pas finie, on prolonge de mois en mois jusqu'à 12. Que mon confrère peut encore vous donner un article auquel on va vous renvoyer. C'est 190. C'est l'article 190 du Code de procédure pénale. Après, une autre question qui s'est posée sur l'arrestation, on dit que M. Kalonda, au moment de son interpellation, on a vu la présence de la garde présidentielle. Cela est normal, parce que nous vous renvoyons encore à un article du Code de procédure pénale militaire, c'est l'article 190 vers la fin, qui permet que l'agent qui a le mandat d'amener, parce que quand on allait interpeller Kalonda sur le tarmac, il y a un agent qui a un mandat d'amener. Mandat d'amener, c'est l'ordre qui est donné de dire ramenez-nous cette personne-là qui est suspectée d'avoir commis d'infraction. Alors, cet agent-là, quand il arrive et qu'il y a résistance ou tentative de fuite, il fait appel à la force publique la plus proche. En l'espèce, l'on doit se demander, est-ce que M. Kalonda, se retrouvant sur le tarmac, était-il en train de fuir ou pas? En droit, quand on se trouve vers les arrêts de bus ou de train, comme à la gare centrale, pour aller à Matadi, alors que vous êtes recherché, on appelle ça circonstance de fuite. Est-ce que Kalonda qui se retrouve à l'aéroport, en droit, ça s'appelle circonstance de fuite? Et donc, deuxième circonstance, est-ce qu'il avait-il refusé? Dans tous les cas, il y a au moins probablement possibilité de croire qu'il y avait une circonstance de fuite. Et la loi dit, l'article 190 qu'on vient de vous donner, dit que l'agent fait appel à la force publique la plus proche. Et vous savez tous que notre aéroport, la force la plus proche, c'est la garde républicaine qui garde l'aéroport. Ça, c'est de notoriété publique. Et enfin, on vous dit, mais Kalonda est civil, alors qu'il se retrouve en prison d'indolo militaire. C'est normal. On vous renvoie encore à d'autres dispositions légales. Quand vous êtes civil et que vous avez commis une infraction avec armes, vous avez entendu parler de l'arme, détention illégale d'armes, ou quand vous avez, et ça j'ouvre une parenthèse rapidement que je ferme, pour faire un pas en arrière sur le défunt chérubin, on connaît le ministre honoraire ou le député. Si l'on admet que le garde-corps lui avait laissé l'arme, c'est grave, parce qu'en ce moment-là, s'il est contrôlé, on va considérer qu'il était en détention, il était en port illégal d'armes, parce qu'on ne laisse pas une arme entre les mains d'un civil ou de quiconque qui n'en a pas l'autorisation. J'ai fermé cette parenthèse pour dire que ce monsieur qui est capitaine ne pouvait pas violer ces règles-là. Et enfin, je crois qu'on a tout fini par rapport à ce deuxième point. Et le troisième point, je répondrai à vos questions, c'est par rapport à ce que M. Nyabirungu dit que M. Matata peut refuser de répondre à la convocation de la Cour constitutionnelle. C'est un ordre manifestement illégal. Je rappelle qu'il y a un arrêt, mon confrère en donnera les références, qui a dit ceci, qu'on ne peut pas soumettre les actes judiciaires au contrôle de la Cour constitutionnelle. Et donc, le mandat, la convocation de la Cour constitutionnelle lancée à M. Matata, c'est un acte judiciaire. Et seule la Cour constitutionnelle peut dire que c'est anticonstitutionnel ou pas. Or, cet acte-là ne peut pas faire l'objet des contrôles par quiconque. Donc, M. Nyabirungu, vous savez, il y a un livre, j'en finis très rapidement, il y a un livre récent, et c'est ça le problème du Congo aussi que je constate. On lutte contre l'analphabétisme, mais on n'a pas encore commencé à lutter contre les nouveaux analphabètes
qui on appelle nouveaux analphabètes, il y a un livre là-dessus, ce sont les intellectuels comme vous et moi, mais qui ne lisent plus. Donc nous craignons que notre M. Nyabirungu, qui n'ait pas eu à s'adapter depuis qu'il a commencé, depuis 30 ans, à parler du droit pénal. Donc il doit savoir que ce qu'il dit ne repose sur aucun fondement juridique. Un citoyen ne peut pas apprécier de la validité de mandat d'amener. Sinon, il s'expose lui-même, M. Nyabirungu, à l'incitation à la rébellion. Ne refusez pas de répondre à une invitation d'un parquet, sinon ça s'appelle rébellion. Deuxièmement, M. Nyabirungu dit quelque chose d'anormal pour dire qu'un ancien Premier ministre n'a pas de juge pénal. Et enfin, il vous dit que l'arrêt Kamoul État 2 contredit l'arrêt Kalouba et il s'agit là d'un revirement jurisprudentiel et on ne sait plus où donner la tête. Tout ça ne repose sur aucun fondement scientifique. Je crois que vous êtes bien avertis. Vous avez suivi la conférence de presse de M. Nyabirungu. Si vous me posez des questions là-dessus, je vous démontrerai en quoi tout ce qu'il dit ne repose sur aucun fondement scientifique. Je vous remercie de votre attention. Ça a été difficile de condenser beaucoup de choses en peu de temps, je pense, mais je pense qu'on va enrichir ces points de presse avec vos éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. C'est difficile. Vous avez abordé 3 grands sujets d'actualité qui sont aussi commentés d'une manière beaucoup très vastueuse. Nous demander de poser une seule question, c'est vraiment impossible. La première des questions, c'est une question. Vous pouvez vous présenter pour que les gens... Je m'appelle Joël Kaden Ndanga. Je suis journaliste à Impact News. La première petite préoccupation, elle est de curiosité. Nous sommes habitués dans notre pays à avoir des ONG des droits de l'homme, d'obédience, pouvoir, opposition. De quel côté vous dansez? C'est une petite question de curiosité. La deuxième, j'aimerais un peu revenir sur les exceptions soulevées par le professeur Nyabirungu en ce qui concerne le premier arrêt, que l'on appelle l'arrêt Kalouba, l'arrêt... je n'ai pas souvenir. Oui, 001, voilà. Alors dans cet arrêt, les exceptions soulevées par Kalouba, la première, par Nyabirungu, la première était que la Cour devrait se déclarer incompétente. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une loi de procédure qui organise la poursuite d'un ancien Premier ministre. Pour le chef de l'État, pour les anciens chefs de l'État, la question avait déjà trouvé la solution avec la loi portant statut des anciens présidents de la République. Tandis que pour le Premier ministre, il n'y a pas une loi de procédure. La Constitution l'a bien dit aux articles 63 et 64, mais il n'y a pas une loi de procédure quant à ça. Et deuxièmement, si il doit être poursuivi pour détournement, la conséquence, il y a une sanction subsidiaire à l'article 67 de la Constitution, c'est qu'il doit y avoir la déchéance. Mais parce qu'il manque la conséquence, étant donné qu'il n'est plus en fonction, c'est qu'on ne peut plus appliquer la première sanction. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que Nyabirungu n'avait-il pas raison? Et enfin, je réfléchis comme étudiant, enfin, est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle peuvent-ils être poursuivis pour dol? Parce que dans cet arrêt, ils se sont prononcés pratiquement sur le fond. Ils n'ont pas épuisé la forme. Or, vous savez que le droit, la porte d'entrée, c'est la forme. Mais ici, ils ont abordé directement la question relative au fond. Le Premier ministre ne peut pas être poursuivi, alors que la forme voudrait qu'il y ait la procédure. On est en train de discuter avec les amis pour dire la seule solution. Est-ce que, bon, ma question d'abord, peuvent-ils être poursuivis? Bon, et aujourd'hui, qu'il n'y a pas la loi de procédure pour suivre l'ancien Premier ministre, peut-on recourir à l'analogie pour trouver la procédure
des ministres, des premiers ministres en fonction, afin de le poursuivre. Voilà, ça c'est autour de la deuxième problématique. La troisième concernant Kalonda. En effet, vous l'avez dit, nous avons deux principes en droit qui me semblent avoir été violés par l'OPJ que vous avez abordé. Le premier principe, c'est la présomption d'innocence. Et le deuxième principe, c'est le secret de l'instruction. Mais ici, l'OPJ vient, il établit directement le fait, il qualifie le fait, alors que c'est de la compétence du ministère public. D'où est-ce que cet OPJ a tiré cette compétence, cette attribution, dites la compétence et l'attribution, pour qu'il qualifie les faits et même préparer la défense de Kalonda d'avoir accès aux infractions, aux faits infractionnels établis, et même de se préparer parce que la procédure en droit pénal, c'est une procédure de surprise. Mais ici, il a pratiquement balisé la voie pour la défense de M. Kalonda. Voilà un peu, je ne veux pas revenir sur le troisième point, peut-être que lors du débat, je pourrais revenir. Si le modérateur me le permettrait, évidemment. D'accord, merci. J'ai entendu sans l'avoir vu. C'est un célèbre journaliste ici, suivi même à l'extérieur largement. Je suis heureux de le voir là-bas. Alors, il a été trop difficile pour moi de l'arrêter parce qu'il a développé toutes les thèses. Alors, on va condenser. Première question. De quel côté sommes-nous? Nous, comme ONG, État des droits en marche. Nous sommes du côté... Alors, je vais prendre la bonne formule, mais il ne faut pas maintenant que ça soit mal interprété. Je dis nous sommes du bon côté de l'histoire. L'histoire ici n'étant pas celle que l'on dit selon le pouvoir et l'opposition. Non, l'histoire ici, c'est notre histoire politique. Je vous ai dit que nos pères ont eu l'indépendance. Et quand nos pères ont eu l'indépendance, ils n'avaient pas l'âge que nous avons aujourd'hui. Hein? Des Lumbumba, de Kasavubu dont vous entendez parler étaient moyen âge 25-30 ans. La vraie question, qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse aujourd'hui? Ce n'est pas la question de ça. Est-ce que notre jeunesse aujourd'hui, entre 25 ans et 30 ans, entre en politique? Est-ce qu'elle est responsabilisée? Je crois que je prône le relèvement de la classe politique parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas des ministres de 25 à 30 ans, alors que nos pères, à cet âge-là, jouaient déjà le grand rôle. Et pourtant, nos jeunes aujourd'hui, à 25-30 ans, on dit sont des enfants. Cette manière d'infantiliser la jeunesse est grave. Ça, c'est ce qui est plus important. Mais vous comprenez que nos pères de l'indépendance ont trahi l'indépendance. Maintenant, deuxième mouvement de l'histoire, c'est l'alternance. Pourquoi j'ai mis l'état des droits en marche? C'est parce que depuis l'élection de M. Tshisekedi, les élections de 2018, nous avons eu la première alternance politique en paix, sans que l'ancien président soit tué, ce qui était l'habitude chez nous. On n'a jamais eu ça. C'est une occasion historique en Afrique, et le monde nous regarde. Mais pour capitaliser cela, l'alternance, pourquoi il y a eu des morts de Rossi Mukendi, d'heureuse mémoire, et surtout Etienne Tshisekedi, tout ce combat pour la libération, ça a été pour l'installation d'un État de droit. Et donc, nous devons saisir cette occasion historique pour accompagner l'État de droit sans sombrer encore dans ce qu'on tente de nous tromper pour aller dans d'autres directions. Vous savez, je parlais tout à l'heure de mental de colonisés ou d'esclaves. Ils sont caractérisés par le changement de maître. Vous avez eu les colons. Nos pères vont vous dire, ah, sous Belge, bien. On commence à regretter la colonisation. C'est comme les enfants d'Israël. Quand on les sort de l'Égypte, ils regrettent de rentrer. Ça, c'est le mental des colonisés. Nous avons eu, comment on appelle, Mobutu, il était un mauvais dictateur. Kabila arrive, bon, Azaman Ambogati et Fakende. Kabila est là, il est dictateur. Tshisekedi arrive, Raïs Azonga. Ça, c'est le mental de colonisation.
Donc, mon ONG, c'est pour accompagner ces mouvements d'état de droit. Et donc, quand je dis du bon côté de l'histoire, c'est que cette histoire vous appartient, nous appartient. Nous devons sensibiliser pour que nous ne perdions plus l'occasion où notre pays s'est inscrit dans la bonne direction d'état de droit pour ne pas sombrer encore dans les chaos, pour qu'on nous amène de nouveaux despotes, parce que vaut mieux un diable que l'on connaît et non pas d'autres anges, dit-on. Je crois que j'ai répondu à votre question. Nous n'avons pas de subventions extérieures. Si ça arrive, nous ne les refuserons pas. Nous garderons notre indépendance et nous ne sommes ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Si, à partir de notre limite, c'est que soyez opposition ou pouvoir, que vous ne puissiez pas franchir la loi pour sombrer dans l'arbitraire. Là où il y a l'arbitraire, il y a notre action. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Arrêt Kalouba. Voilà. Je préfère vous résumer en un mot. La question ici, la thèse de Nyabirungu, c'est dire que l'ancien Premier ministre n'a pas de juge. Ça, c'est un raisonnement aberrant parce qu'il ne repose sur aucune logique. Et cette même logique-là, et ce raisonnement-là ne repose sur aucun fondement scientifique. La logique, c'est que vous comprenez qu'on ne peut pas avoir un système juridique où quand quelqu'un vole, il n'a pas de juge. Ce n'est pas logique. Deuxièmement, scientifiquement, quand bien même l'article 163 et 164 qui reconnaissent à la Cour pénale la compétence, à supposer que cet article ait dit que l'ancien Premier ministre, ce n'est pas vrai, mais c'est ce que Nyabirungu dit, à supposer que l'article puisse dire cela, on ne va pas l'interpréter de cette manière. Pourquoi? Parce que cet article, le juge constitutionnel ne va pas l'appliquer. Il va être en contradiction avec ce qu'on appelle objectif constitutionnel. Quand vous prenez l'exposé des motifs, au point 6, on dit les préoccupations majeures qui ont animé les institutions de notre Constitution, c'est lutter contre l'impunité. Donc, l'objectif constitutionnel, c'est la lutte contre l'impunité. S'il y a une loi maintenant qui vient contredire cet objectif, cette loi, on ne l'applique pas. Vous comprenez? Donc, si on vient dire qu'un ancien Premier ministre n'a pas de juge, c'est que vous admettez que M. Sam Lukombe puisse prendre toute la caisse de la République, mettre dans ses comptes et démissionner. Il partira avec vraiment... Le budget est combien? 16 milliards, on dit. Il peut prendre tous les 16 milliards et démissionner. Il n'aura pas de juge, hein, selon Nyabirungu. Et c'est logique. Vous voyez que vous donnez à un monsieur comme ça le micro, et puis il enseigne nos enfants. C'est un dangereux public. Parce que ça ne repose sur aucun raisonnement scientifique. Maintenant, quand je dis ça, vous avez compris que j'ai dit, quand bien même la loi dirait ça, ça ne peut pas être appliqué, parce que ça contredit l'objectif constitutionnel. À ce moment-là, que fait le juge constitutionnel? Il donne le bon sens à la loi. C'est en cela qu'on dit que les hautes juridictions ont la compétence de leur propre compétence. Donc, ils peuvent interpréter la loi dans le bon sens et dégager ce que les textes ne disent pas. Vous comprenez? Donner la bonne compréhension. Et condamner Matata, c'est ce qu'on appelle la politique pénale. Ça veut dire qu'on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle déni de justice. On ne peut pas concevoir. Mais ce que Matata dit là, n'est pas plutôt Matata, oui, par son avocat, n'est pas vrai. Je vous renvoie à l'article 199 de la Constitution qui dit que c'est ce qui est arrivé à Chérubin. Il a été convoqué pour aller faire la déclaration de son patrimoine, il me semble. L'article 99 permet cela. L'article 99, et là, on répond aussi à la question de ceux-là qui disent qu'est-ce qu'il est allé chercher à la Cour constitutionnelle. L'article 99 de la Constitution dit après leur fonction. Quand on dit après fonction, c'est on est dans fonction ou on est ancien. Donc, après fonction du Premier ministre Sam Lukombe, il sera tenu, comme on avait convoqué, à être convoqué pour aller faire la déclaration de son patrimoine. Continue la loi. Si cette déclaration est estimée frauduleuse, on engage des poursuites pénales. À ce moment-là, quand on engage des poursuites pénales, à l'article 99 de la Constitution, c'est contre l'ancien Premier ministre. Or,
dans une aberration la plus totale. Nyabirungu vient vous dire, nulle part dans la Constitution, on a écrit l'ancien Premier ministre. Mais ça n'a pas de sens. Quand vous prenez l'article 104 du Code de procédure pénale, on dit la compétence, parce que la question c'est par rapport à la compétence. Quand est-ce que la compétence s'apprécie? C'est au moment de la commission de fait. Quand on dit à l'occasion, en français, ça veut dire au moment où il était. On n'est pas obligé de dire ancien. Quand vous dites que j'ai acquis ce téléphone à l'occasion de mon passage à une chaîne de télévision, on veut dire, ou à l'occasion de ma fonction de journaliste, si vous n'êtes plus journaliste, on va dire c'est au moment où vous étiez journaliste. Donc, je crois que les affirmations de M. Nyabirungu ne reposent ni dans une logique, ni dans un argument scientifique. Et donc, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre doit être jugé. Alors, vous posez la question, mais vous avez vous-même dit que la deuxième sanction est subsidiaire. Ok, c'est qu'il y a une principale. La principale, c'est la prison. Si vous êtes ancien Premier ministre, vous avez volé, on vous met en prison. Donc la place de Matata, c'est d'aller en prison, s'il est établi qu'il a volé. Et l'argent en jeu, c'est beaucoup. Alors maintenant, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant des sanctions subsidiaires? Alors je vous donne un exemple simple. J'ai vu, je n'étais pas encore au pays, il y a une dame major qui avait tiré sur quelqu'un dans une manifestation, qui est aujourd'hui, major Karine, c'est ça? Qui est aujourd'hui en prison. À supposer qu'au jour où elle a tiré sur cette personne, elle a quitté l'armée, on allait la juger ou pas? La réponse est oui. Quand on la juge, est-ce qu'elle est majeure parce qu'elle a déjà quitté l'armée? Elle n'est plus majeure. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On ne va pas lui enlever les grades qu'elle n'a plus. Donc cette sanction-là subsidiaire ne s'appliquera pas parce qu'elle n'a plus sa raison d'être. Je crois que j'ai répondu à votre question. Et ce raisonnement-là de Matata, ça peut donner lieu à tout un point de presse appelé Nyabirungu. Bon, le problème, c'est qu'encore une fois, mental de décoloniser. Ici, l'on trouve que les étudiants de Nyabirungu disent et ont peur de le contredire. Et ils appellent toujours mon maître, ça c'est le maître. Une anecdote, j'ai rencontré M. Nyabirungu ici à l'auditorat militaire, à l'audience au palais de justice ici militaire. Il était accompagné d'un confrère, moi je l'ai reconnu, et beaucoup plus, j'allais saluer l'ami. Et l'ami me dit, lui c'est notre maître, c'est Dieu, quand il parle, personne ne contredit. J'ai regardé Nyabirungu, j'ai dit, monsieur, je t'ai contredit. Alors, s'il m'entend, vous êtes journaliste, organisez l'espace de communication parce que eux, ils ont les moyens volés de l'État, en tout cas présumés, et on leur tend les micros. Ils font la monolithique pour éclairer l'opinion. Il faut un débat contradictoire. Organisez ce débat-là, nous dirons à Nyabirungu par A plus B qu'il a menti et à la population. Et s'il enseigne ça à nos enfants, il est un danger public. En même temps, nous disons ça à l'université de Lubumbashi, où on a vu les professeurs dire qu'ils ne savent plus où donner la tête. Mais si les professeurs ne comprennent pas les droits, qu'est-ce qu'ils vont enseigner à nos enfants? Donc tous, ils se sont trompés. Maintenant, vous les appelez tous dans la salle, seuls contre tous. On commence à la levée du soleil avant que le soleil ne se couche. Eux-mêmes auront reconnu que j'ai raison. Je crois vous avoir répondu. Merci beaucoup. Sur procédure. Par rapport à la loi de la procédure, sur quoi? Non, mais je vous dis, l'article 64 ne dit pas ce que Nyabirungu dit. C'est la loi de procédure ici. Quelle procédure sera entamée? La procédure est prévue à l'article 166. L'article 166 demande 2/3 de la majorité du Congrès pour engager les poursuites contre l'ancien président et l'ancien Premier ministre. Déjà, la loi sur l'ancien président qui dépénalise, qui rend le président irresponsable, cette loi est anticonstitutionnelle. Quand une loi contredit la Constitution, cette loi-là, elle est anticonstitutionnelle. On ne l'applique pas. Donc, on ne peut pas concevoir une loi qui dit qu'on commet une infraction et on n'est pas responsable. L'article 12 de notre Constitution dit « Tous nous sommes égaux devant la loi ». Donc, ces lois-là dont on a fabriqué pour tailler une chaise et préparer l'impunité à M. Kabila, et éventuellement, parce que les gens disent que mais Tshisekedi ne peut pas réformer cette loi-là parce que ça l'arrange. Non. S'il peut aussi se complaire dans cela, le même régime lui sera appliqué.
Mais est-ce que pour changer la Constitution, est-ce qu'on en est prêt à quelques mois? Je ne pense pas. Donc je pense que l'article 164 et 163 ne disent pas ce que M. Nyaburungu dit. OK? Et la loi de procédure, c'est l'article 166 qui dit, quand vous êtes ancien Premier ministre ou ancien président de la République, il faut 2/3 de majorité pour vous poursuivre. Mais quand vous n'êtes plus président de la République, ni Premier ministre, on n'a pas besoin de convoquer le Congrès, on vous suit comme un citoyen. Matata, c'est un citoyen, comme vous et moi. Le fait d'être sénateur entraîne qu'il n'a pas, il a tout simplement ce qu'on appelle privilège de poursuite. On va appliquer, s'il est à la Cour de cassation, il y a des lois. Donc, c'est là où on est en train de perturber l'esprit. Et s'il n'est plus ministre, on ne convoque pas le Congrès. Comme il n'est plus ministre, on le poursuit en obtenant l'autorisation, comme il est sénateur, de lever, pas d'immunité, les immunités ne s'enlèvent pas, n'est-ce pas? De lever les privilèges de poursuite. C'est ce qu'on a obtenu. Le président du Sénat avait autorisé la levée de ce privilège parce que le Sénat était en congé, et donc quand le Sénat est en congé, c'est le bureau. Et donc dire qu'il y a acharnement, il est en train totalement de se tromper. Et voilà, il doit répondre. Et quand on a vu son cinéma à Kindu, où il dit que la population refuse que je vienne répondre, vous comprenez, c'est un monsieur qui veut être président de la République, mais qui va dans son coin et il organise ses frères et sœurs tribaux pour s'appuyer sur eux en disant « empêchez-moi d'aller répondre ». Mais il pouvait, vous comprenez, c'est grave, c'est une rébellion. Donc ce monsieur, en dehors de faits pour lesquels il est poursuivi, il peut être pris pour flagrance, pour avoir fait la rébellion et avoir incité à la rébellion. La rébellion ici, ce n'est pas la rébellion à l'Est. La rébellion, c'est le refus à respecter l'autorité. Et donc refuser de répondre à une convocation en constituant une force constitue la rébellion. Je crois que vous souffrirez qu'on fasse un autre débat là-dessus, mais je crois que... OPJ Kalonda, quelle était la question encore? La question, c'est la violation de... Point de presse. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit que la police s'exprime? Il n'y a pas une loi comme ça. Quand vous regardez maintenant, comme maintenant les crimes que l'on déplore contre M. Cherubin, la population est inquiète. Qui arrive en premier sur les lieux de crime? C'est la police. La police peut communiquer à la presse pour apaiser la population et donner les éléments utiles pour l'information sans entrer au fond du dossier. Vous comprenez? C'est comme ça que vous voyez en Europe, la police a des chargés de presse. Donc vous comprenez que nous sommes encore trop archaïques, excusez-moi, ce n'est pas une injure. Notre police doit avoir les journalistes, et nous avons beaucoup de jeunes gens qui finissent, qui n'ont pas de boulot, alors qu'ils doivent être engagés dans des polices, dans l'armée. Et vous avez vu le général Kassongo commettre une erreur grave, parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Il s'exprime au lieu de prendre un chargé de communication de la police, qui lui a étudié la communication. Parce que quand il y a un événement, ce n'est pas tout le monde qui communique. Il y a ce qu'on appelle communication de crise. Quand il y a crime de Cherubin Okende, vous n'appelez pas tout le monde venir s'exprimer. Parce qu'il peut dire des choses qui peuvent embraser la population. Donc, la communication n'est pas interdite. Les Belges qui ont dit ça, les petits jeunes Belges, hein, je les respecte comme mes confrères, mais comme ils sont politiciens, j'ai trouvé que ce sont des petits colons qui voulaient nous entraîner dans des choses graves. C'est pour ça que j'ai appelé les petits jeunes Belges. Chez eux, ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils savent que la police... Moi, je suis avocat en France. Quand il y a quelque chose, la police part. Et puis, quand ça passe au parquet, il y a le procureur de la République qui s'exprime, comme on l'a fait avec le procureur général pré-cour de cassation. Ça ne viole pas l'instruction. Encore, le mot instruction, ce n'est pas un mot congolais. L'instruction, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Ce n'est pas du français. L'instruction, bon, pour ne pas entrer en détail, c'est quand il y a les crimes et qu'il y a un juge qu'on appelle juge d'instruction, c'est que nous n'avons pas ici. Quand il s'agit de violation des secrets, c'est quand on dit que Kalonda a dit ceci dans son PV. Là, on commence à entrer dans les éléments d'enquête. Mais quand on communique, il n'y a pas violation des secrets. Sur ce point-là, je crois que l'OPJ de la DEMIAP n'a commis aucune faute.
voilà, vous êtes une ASBEL qui milite pour le droit de l'homme. Comment comptez-vous, comment vous vous organisez à votre niveau pour apporter votre soutien aux enquêtes liées au décès à l'assassinat de M. Chériba Okende à votre niveau? Et qu'est-ce que vous proposez? Voilà, une piste de solution. Et une dernière, troisième question. Et voilà, puisque vous venez de dire là que vous reprochez à M. Nyabirungu qui ne repose pas sur aucun fondement scientifique, comment vous justifiez cela? Rapidement, nous allons prendre une personne. Monsieur, présentez-vous. Je suis Joe Kabita, info.cd, un média en ligne. Ma question porte sur la question d'une enquête internationale. A fustigé le fait que certaines personnes ont demandé une enquête internationale pour élucider les circonstances du décès ou de l'assassinat de Chériba Okende. Et puis, vous avez évoqué la question du néocolonialisme. L'enquête internationale, qu'est-ce que vous voulez exactement poser comme question? Oui, j'aimerais savoir, parce qu'il va le président de la République lui-même dans le dernier conseil a associé compte associer la Belgique et l'Afrique du Sud. Du point de vue ici, on devait être plus panafricaniste. On se serait contenté par exemple seulement de l'Afrique du Sud pour essayer d'éviter un peu ce que vous appelez là, le néocolonialisme. Maintenant, est-ce qu'une enquête à laquelle on associe la Belgique seule est-elle moins néocolonialiste qu'une enquête internationale? Très bien, vous êtes bien suivi. Troisième question. C'est chanceux d'envoyer le premier point de la radio pour FM. Je vous ai suivi au début, vous avez, au sujet de l'assassinat de Chériba Okende, vous avez posé plusieurs questions. Il y a deux questions qui ont suscité ma curiosité. Quand vous posez la question de savoir est-ce qu'il était important pour que Chériba Okende dépose sa requête, c'était nécessaire que lui l'accompagne son garde du corps, selon vous. Parce que selon vous, c'est Okende qui est allé accompagner son garde du corps. Alors, est-ce que c'est mauvais parce que c'est lui qui a demandé les réponses, qu'il aille seul jusque devant le parquet et rester dans sa propre voiture et envoyer son garde du corps aller déposer sa requête? Et aussi, je pense, vous êtes sans ignorer qu'un garde du corps ne peut pas entrer dans une institution avec son arme. Ça, vous ne me direz pas que vous ne les savez pas, vous ne les connaissez pas. Même si c'est un premier ministre, même chez nous, dans une station radio-télévision, un policier, un militaire ne peut pas, là où il y a des policiers déjà, entrer avec son arme. Voilà un peu, je ne sais pas si ce sont des questions, remarques ou suggestions. Alors, la dernière question. Ça, c'est important. Vous demandez à notre niveau, quel est notre apport en tant qu'ONG. Mais ce que je fais ici, c'est déjà l'apport. Je soulève des questions qui permettent à l'enquête d'être orientée. N'est-ce pas? Maintenant, c'est une contribution. Il y a certaines questions qu'eux-mêmes ne se sont pas posées et qu'à travers ce point de presse, ils vont pouvoir orienter l'enquête. Et si cela n'est pas fait, mais c'est pour ça que nous sommes ONG, c'est pour ça que moi je prône la démocratie participative, donc la démocratie citoyenne. L'assassinat de M. Chériba Okende n'est plus un problème que de sa famille, c'est un problème national. Parce que si cet assassinat a une incidence, si on a demandé à qui ça profite le crime, si c'est pour perturber les élections, à qui ça profite?
Mais vous comprenez, les victimes, ce sera les Congolais qui ne verront pas les élections arriver et qui verront la marche de l'état de droit embrouillée parce qu'on va nous amener encore dans ce qu'on appelle négociations où les politiciens s'enrichissent. Donc nous sommes là pour veiller. Si l'enquête va dans la bonne direction, nous acclamons. S'il y a des erreurs et des égarements, nous faisons nos observations. On est là pour faire des observations. Nous n'avons pas d'autre pouvoir que cela. Bon, ce que je préconise, scientifiquement, par rapport au prof Nyabirungu, est-ce qu'il commence lui-même par me contredire dans ce que j'ai dit? En un mot, qu'il commence à nous dire dans quel pays au monde, en dehors du Congo, qu'il veut installer. Vous savez que c'est un fondateur de PPRD. Donc c'est un politicien. Il veut instaurer au Congo l'impunité, interdite par la Constitution. Alors, en dehors du Congo, est-ce qu'il peut nous citer un seul exemple? Lui qui s'est dit avocat international. Et je ne sais pas ce qu'on entend par avocat international. Si on part plaider ailleurs, on dit on est international. Si on vient maintenant, si les Belges viennent au Congo plaider, est-ce qu'ils deviennent pour autant internationaux parce qu'ils viennent au Congo? La réponse est non. C'est ce que notre jeune frère, désolé de dire jeune frère, mais parce que j'aime la jeunesse, monsieur le journaliste a appelé que je suis pour l'africanisme. Je suis contre le néocolonialisme. Donc, par rapport à cette question-là, Nyabirungu qui a l'expérience de plus de 30 ans, qu'on dit que l'éminent de tous, qui nous donne un seul exemple, posez-lui la question, un seul exemple au monde où on a un pays où quand on commet une infraction, on n'a pas de juge. S'il en trouve, bravo. Mais le fait d'avoir un pays où on commet une infraction, il n'y a pas de juge, ça s'appelle déni de justice. Le déni de justice, c'est le refus de trouver un juge pour quelqu'un. Et cela est condamnable et ça n'existe pas. Bon, voilà. Et quand bien même il y aurait incompétence, comme on dit, parce que la Cour constitutionnelle c'est déjà incompétente, sachant que je vous dis que l'arrêt Kamoleta 1 et Kaloba, il n'y a pas vraiment jurisprudentiel, ça risque d'être trop technique. Mais en cas de compétence, cela est prévu dans notre Constitution. S'il y a deux juges qui seraient incompétents et que la personne n'a pas de juge, on doit lui désigner un juge, ça s'appelle conflit de compétences et c'est réglé. Donc c'est assez trop technique, mais restons sur une seule question. Dans ce que Nyabirungu veut nous dire, il veut nous imposer un pays où on peut voler sans être puni. Est-ce qu'en dehors du Congo, il y a un autre exemple au monde? Et cela est logique. Bon, maintenant s'il peut répondre à ça, nous pouvons organiser les débats. Vous êtes journaliste, appelez-le, appelez-moi, nous ferons les débats et vous verrez que ce qu'il dit n'est ni logique, ni ne repose sur aucun fondement scientifique. Alors, je crois que pour notre ami journaliste qui nous demande, qui trouve que nous sommes les africanistes et que l'on est contre le néocolonialisme. Oui, monsieur, vous avez bien compris ma démarche. Je suis totalement contre le néocolonialisme. Je crois que vous non plus, vous ne pouvez pas l'accepter. Bon. Maintenant, pourquoi nous disons qu'il y a un néocolonialisme? Est-ce qu'un jeune Congolais peut aller à l'ambassade de Belgique, demander le visa pour aller défendre quelqu'un en Belgique? Et on lui donne facilement en disant qu'il va aller attaquer le roi ou le premier ministre dont il doute de la légitimité. Vous savez qu'en Belgique, il y a l'extrême droite. L'extrême droite, c'est les gens qu'on qualifie à peu près comme les racistes, donc les extrémistes. Si maintenant un parti d'extrême droite arrive au pouvoir, comme en Italie, ok? Est-ce qu'on peut dire, comme on est en train de dire ici avec la loi Tchani, parce que les gens d'extrême droite ils disent que les Noirs sont inférieurs hein, parfois, pour caricaturer. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un peu racistes. Est-ce qu'on peut prendre un Congolais qui prend le visa pour aller en Belgique ou en Italie, aller dire qu'il trouve qu'il ne fallait pas qu'on puisse élire quelqu'un d'extrême droite, ou quand leur premier ministre, sans les citer, a une orientation sexuelle différente de notre culture? Vous connaissez, là-bas, il y a l'homosexualité. Si vous dites contre, on dit que vous êtes homophobe. Mais nous, dans nos valeurs, jusque-là, nous considérons que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous pouvez prendre votre avion pour aller attaquer un premier ministre qui serait homosexuel en Belgique? La réponse est non. Vous comprenez que
Quand je dis ça, c'est pour avoir vécu avec eux et que je comprends bien leur société. L'île et la Belgique, c'est 30 minutes là. C'est comme Bandar, Moulard et Tchouban. Donc les gens qui ont parlé là, nous connaissons. Chez eux, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont dit. On ne peut pas, en tout cas, se permettre, en tant qu'étranger, venir dire que le président Tshisekedi n'a pas été élu. Par quelle fenêtre vous entrez dans notre politique? Ça, c'est ce que nous avons connu avec les Louis Michel qui ont soutenu Kabila ici et qui ont pris nos minéraux. Ça, nous condamnons avec la dernière énergie. Pour ceux, vous me demandez qu'est-ce que notre association fait. Nous avons à notre tour saisi Monsieur le Président Paul Sapou de la Commission nationale des droits de l'homme, qu'eux-mêmes ont saisi pour demander qu'on ne puisse avoir aucun égard à leur plainte. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils puissent vous éblouir. Ils disent qu'ils ont saisi le Conseil des Nations Unies. Ça, c'est le discours qu'Atombila fait avec Maître Dupont-Moretti. Ces conseils-là n'ont pas de leçons à donner. De toute façon, leurs décisions n'ont aucune valeur juridique. Ce sont des recommandations morales. Nous sommes un pays indépendant et on n'a pas de leçons à recevoir. Je préfère être clair là-dessus et je l'assume. Et ce sont des gens avec qui l'on vit. S'ils veulent les débats, nous pouvons porter ces débats à Bruxelles. Et je pense aussi que M. Dayuel, s'il n'y voit pas d'inconvénient, nous nous portons prêts à porter plainte contre ces gens pour dénonciation calomnieuse. Voilà. Je crois que je répondais à votre question. Et enfin, la dernière question, c'était le fait que, je crois, monsieur le journaliste, au fond, je suis... C'est Top Congo. Ah, notre célèbre chaîne, attention, il ne faut pas que je tombe dans la concurrence déloyale. Nous sommes très heureux avec notre ami de Top Congo. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez à ma conférence de presse et je vous en remercie. Est-ce que c'est mauvais de venir avec son garde-corps? C'est ça? Moi, je ne suis pas sur des considérations d'ordre moral. Quand on fait l'enquête, on se pose la question de ce qui est anormal. Dans ce qui est anormal, c'est qu'on demande est-ce que le comportement affiché est un comportement d'un homme normal? Si ce n'est plus normal, ça devient curieux et on doit creuser là-dessus. La question n'est pas d'ordre moral. Ma question est, vous-même qui êtes de Top Congo, si vous avez votre garde-corps et que vous n'estimez pas aller répondre parce que vous êtes trop pris, c'est pour ça que vous ne voulez pas aller répondre le même jour, et que vous faites un courrier, et c'est votre garde-corps qui est chargé à aller déposer le courrier. C'est ça ma question. Est-ce que d'habitude, monsieur prenait lui-même son volant en envoyant son chauffeur ailleurs, ou c'est la première fois qu'il a pris le volant lui-même avec son garde-corps en envoyant son chauffeur chez son père? Ça sont des questions qui permettent... Vous savez, quand on est en criminologie, le premier suspect, c'est le plaignant. Bon, je crois avoir répondu à votre question. La question, ce n'est pas mauvais ou pas. La question, est-ce que le comportement là est le comportement normal? Si ce n'est pas le comportement normal, il y a enquête. Deuxième question. Merci, cher maître Michel. Est-ce qu'on peut entrer avec son arme? Non, on ne peut pas entrer avec son arme. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on est policier? Un policier ne laisse pas son arme entre les mains d'un civil. Parce que vous savez qu'une arme armée, un civil qui touche ça mal, il peut déclencher la balle et se tuer lui-même. L'arme, on ne joue pas avec. Et le monsieur, c'est un capitaine. Voilà le comportement normal recommandé aux policiers. C'est quand il vient avec son arme, il la décharge, n'est-ce pas, et il laisse entre les mains de ses collègues policiers. Et c'est ce que le capitaine là a fait. La réponse est non. Pourquoi lui qui a maintenant le rang de capitaine? C'est la première chose qu'on apprend à celui qui vient d'entrer dans l'armée. C'est ce qu'on appelle les consignes de sécurité. Pourquoi il n'a pas respecté les consignes de sécurité? Deuxième observation. Et troisième observation. Quand il laisse l'arme, il monte pour déposer le courrier. À qui il laisse l'arme? S'ils étaient à deux, l'on considère qu'il a laissé ça à M. Chéribin, ministre, député. Pendant qu'il se déplace en lui laissant l'arme entre ses mains, si nous étions dans des pays comme en Europe où la police passe de manière inattendue, s'il y a un contrôle de police dans sa voiture, où on lui trouve avec l'arme pendant que l'autre est en train de déposer le courrier
l'infraction de port d'armes illégales est consommée, on le met note. Alors comment il a pu accepter, lui, à son rang, d'accepter l'infraction? Vous comprenez, l'infraction commence à l'origine, quand le monsieur lui laisse l'arme, c'est déjà l'infraction. Alors comment on accepte facilement de se trouver dans cette situation? Donc vous comprenez que nous ne pouvons pas avoir de complaisance à ce niveau pour élucider des questions qui constituent ce que j'appelle angle mort. Je crois vous avoir répondu. Les seuls éléments ou les seuls facteurs qui montrent qu'il y a état de droit en RDC. Sinon, pourquoi vous n'avez pas relevé d'autres points? J'ai entendu, vous avez parlé de la parité. Mais en quoi exactement consiste votre mission? Dans l'effectivité de vos activités, qu'est-ce que vous faites? C'est la première question. La deuxième, même si vous en avez parlé un peu en survolant, je suis resté quand même sur ma fin. Et je représente ici l'opinion qui n'a peut-être pas eu la chance d'être dans cette salle. L'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamouleïda. La Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'auteur et ils doivent être immédiatement exécutés. Lorsque Kalouba sort un arrêt pour déclarer la Cour constitutionnelle incompétente de poursuivre un ancien Premier ministre, et que Kamouleïda revient à la charge pour dire les contraires de ce qui avait été dit, nous nous trouvons dans quel cas de figure? État de droit en marche, pourquoi cette ONG État de droit en marche? Bon, j'indique que oui, effectivement, c'est la première fois qu'il y a l'avènement d'un État de droit en marche, et je souhaite effectivement sensibiliser mes compatriotes sur ce sens de l'histoire. L'État de droit en marche est né. Bon, d'abord, il faut qu'on comprenne ce que c'est un État de droit. Un État de droit, c'est un État où il y a le respect des normes, donc où les dirigeants comme les dirigés, tous sont soumis à la loi. Bon, très bien. Mais l'élément important ici, sans entrer en détail, c'est que depuis que nous sommes au Congo, c'est la première fois que nous avons connu l'alternance au pouvoir par élection. Que vous puissiez critiquer ces élections-là ou pas, la réalité est que nous avons connu une alternance au pouvoir de manière pacifique. Et nous avons aujourd'hui ce que vous appelez ancien président vivant. On n'a jamais connu ça. Ça, c'est une occasion historique. Et il nous appartient de notre génération, après que nos pères aient échoué l'indépendance, de pouvoir saisir de cette occasion pour consolider l'alternance et ne pas louper cette occasion. Et quand je dis ça, vous allez dire que je suis du pouvoir, parce que vous me demandez de quel côté je suis. Je vous ai déjà répondu du bon côté de l'histoire. Quand je dis ça, l'état de droit, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi passera, l'état de droit continuera. Si aujourd'hui, nous accompagnons, pas Tshisekedi, nous accompagnons l'institution. Nous sommes là pour soutenir les institutions. Il se retrouve que les institutions sont incarnées par les hommes. Et l'homme qui incarne les institutions aujourd'hui s'appelle M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Que vous l'aimiez ou pas, nous devons respecter sa fonction. Comme je vois ici, les gens racontent des histoires. C'est une fonction. Et en tant qu'Africain, il est le symbole qui nous représente au Congo comme ailleurs. Et vous, vous ne prenez pas beaucoup plus parce qu'on est ici. Mais entrez dans un... De l'arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle, et nous vous épargnons des détails, nous allons dire, ici vous avez le RP, ça veut dire rôle pénal. C'est la première affaire enregistrée dans notre pays en ce qui est de la saisine de la Cour constitutionnelle sur le plan pénal. Et ici, vous avez le RCONS 1880. C'est une décision de la Cour constitutionnelle qui vient cette fois-là en interprétation d'une disposition de la Constitution. Et donc, ici, la Cour constitutionnelle est allée au fond pour interpréter un article de la Constitution. Ici, vous allez lire avec nous, nous avons déjà tiré plusieurs copies, chacun de nous pourra s'en servir. La Cour constitutionnelle se déclare compétente. Là, nous avons l'affaire qui requête de Madame et Monsieur Oulungu
Matata Pogno, Augustin, Casalingoy, Gabriel et autres. Donc, la Cour s'était déclarée compétente, déclare la requête compétente, dit que l'article 168 alinéa 1er de la Constitution est clair, n'appelle pas en principe à une quelconque interprétation. Et donc, nous allons tirer copie pour chacun de nous et Maître Oscar pourra revenir là-dessus. Nous allons aussi développer en dehors de nos caméras pour que les journalistes que vous êtes, vous puissiez avoir l'information et la bonne, nous avons dit. Non, je crois plus que je interviens si vous voulez.